Donc nous abordons la troisième partie déjà de notre introduction historique à l'étude du droit. Et c'est la troisième et dernière partie consacrée à l'Antiquité qui coïncide avec l'Empire romain. La dernière fois, nous avions laissé les vétérès, les anciens, les premiers juristes sur des querelles dont on pouvait remonter la trace jusqu'à des discussions entre grammairiens grecs, on avait les analogistes et les anomalistes, et ces querelles donc de la fin de l'époque républicaine et des toutes premières années de l'Empire vont se prolonger pendant 100 à 150 ans, voire 200 ans, et marquer l'histoire du droit d'une séparation entre deux écoles qui portent les noms de leurs fondateurs, qui sont l'école des Sabiniens et l'école des Proculéens. Donc les Sabiniens sont les successeurs, disons, se réfèrent à Capito, dont j'ai parlé la dernière fois, donc qui était anomaliste, plus porté sur le stoïcisme, partisan de la rigueur, d'un esprit plus, disons, traditionnaliste, quelque chose d'une fidélité aux anciennes traditions et aux procédures. Donc ça, c'est l'école qui est dite plus, disons, plus réactionnaire, et qui a connu, après Capiton, un de ses disciples qui enseignait sous Caligula, qui s'appelle Cassius, d'où le nom de Cassien. Ensuite, il y aura toute une série de successeurs. Alors, contrairement aux époques plus tardives, là, on a des filiations de disciples. On a toute une filiation. Capiton a eu Cassius comme disciple, Cassius a eu Sabinus comme disciple, et puis lui-même a eu toute une série d'auteurs, avec en particulier Julien, qui enseignait à l'époque d'Adrien. Bien. En face des Sabiniens, on a donc les Proculéens qui, eux, sont plutôt dans l'analogisme, donc plus proches des écoles aristotéliciennes, et qui prennent plus de liberté, disons, avec la tradition, et qui font plus confiance à la raison et à l'innovation, disons. Peut-être sont-ils plus portés, dit-on, aussi sur l'équité. On oppose la rigueur et l'équité. Cette opposition qui se cristallise dans deux écoles, elle est importante parce que depuis cette opposition, dans toutes les époques, dans toute l'histoire du droit, on va retrouver la référence à ces deux, disons, à ces deux partis. On est soit sabinien, soit proculéen. Un événement qui est important, mais peut-être en ai-je déjà parlé, ou j'aurais pu déjà en parler la dernière fois, c'est le fait de l'empereur Auguste, qui donc concentre toutes les différentes magistratures sur sa fonction, sur sa personne, et en particulier, il concentre sur sa personne l'auctoritas, cette notion dont on a dit dès le départ qu'elle était très importante. Et désormais, selon lui, les juristes ne pourront plus donner de réponses autorisées, donc des réponses qui vaudront pour les magistrats et pour les plaideurs, ne pourront plus donner de réponses autorisées qu'avec son accord. Et c'est lui qui délivre le ius respondendi ex auctoritate principis, c'est-à-dire le droit de répondre d'après l'autorité de l'empereur. C'est lui qui délivre. Bon. Et les traditionalistes, donc les Sabiniens, se sont pliés à l'imperium donc nouveau d'Auguste,
Et les grands sabiniens avaient ce droit de répondre, disons, ce ius respondendi. Alors que les proculéiens, eux, étaient plutôt dans une attitude de rébellion, disons. En tout cas, le fondateur de l'école, l'abbéo, était très résolument contre Auguste, qu'il tenait pour un usurpateur. Et lui continuait à donner évidemment des réponses en puisant son autorité, en tout cas ailleurs que dans la personne de l'empereur. C'est un point important. Il faut noter pour cette période que c'est quand même l'âge classique de la jurisprudence romaine, donc au Haut Empire. Il faut préciser qu'il y a un auteur important dans les premières années après Jésus-Christ, c'est donc Sabinus, qui va écrire ces 3 livres du droit civil, Libri tres Juris Civilis, qui vont focaliser les commentaires chez les juristes suivants. Donc ça va donner naissance, ces livres du juriste Sabinus vont donner naissance à une littérature de commentaires dont le titre pour chaque auteur porte Ad Sabinum, c'est-à-dire c'est le livre sur le livre de Sabinus. Voilà. Donc là germe disons un genre littéraire. Je voulais faire une remarque aussi parce que on a décidé de concentrer notre attention sur l'histoire de la science et des juristes, et ne pas faire comme font bien des historiens du droit, qui est de dévier l'attention en vérité sur l'histoire politique et sur l'histoire constitutionnelle. Néanmoins, je voudrais quand même faire une remarque sur le fait que l'Empire établit, donc c'est sous le Principat, un système diarchique. Je fais quand même cette remarque, c'est-à-dire que le pouvoir est exercé à la fois par le Sénat et par l'empereur. L'empereur étant considéré lui-même comme un sénateur, comme le premier des sénateurs, princeps inter pares, le premier parmi ses pairs. Mais il y a quand même la mise en place de cette structure entre Sénat et empereur, et on a véritablement ce qu'on peut appeler le droit constitutionnel de l'Empire romain, il est dans cette séparation. Je voulais faire cette remarque parce que nous avons eu à plusieurs reprises, après nos séances, des discussions sur le droit constitutionnel et notamment sur l'écriture de la Constitution. Alors, il faut savoir que le droit constitutionnel comme science, comme division dans la discipline juridique, n'existe que depuis très récemment. Il existe en fait que depuis le XIXe siècle. Auparavant, la tradition, et ça depuis les Romains, et déjà à cette époque-là, c'est que, on va dire que le droit constitutionnel a quelque chose de mystérieux, mais comme le reste finalement du droit, et de secret. Et les rouages du droit constitutionnel, la façon dont l'État est organisé, les juristes vont les chercher dans le droit privé. Et donc, en fait, on fait du droit constitutionnel, mais par analogie avec la façon dont la famille est gouvernée. Ou par exemple, avec la façon dont on va gérer les affaires d'un mineur. Il y a une organisation, et on considère que le peuple romain est soumis au même genre d'organisation, puisque le peuple lui-même est mineur. Donc, c'est pas qu'il y a une absence du droit constitutionnel, mais c'est un droit constitutionnel qui est, disons, caché dans les méandres du droit privé. Et on l'y maintient bien caché. Bon. Et on parle des arcanes de l'Empire, et des mystères du droit. Voilà. Je voulais faire cette remarque pour déjà préparer aussi à ce qu'on voit ensuite au Moyen-Âge. Très certainement, à cette époque, s'organisent des écoles sur le modèle des écoles grecques. Ce sont des écoles qui, à l'époque, ressemblent plus, sans doute, à des monastères, avec à leur tête un abbé, c'est-à-dire un père, qu'à nos universités françaises.
autant dans le caractère studieux que dans la discipline et que dans l'investissement également des étudiants. J'insiste maintenant sur l'époque d'Adrien et l'époque qui va d'Adrien à Dioclétien. Il semble que Alors, autre chose sur lesquelles j'insiste pas, mais qu'il faudrait effectivement étudier, c'est que l'Empire romain, à cette époque, connaît son extension territoriale maximum. Donc, il va y avoir ensuite une constante dégradation du point de vue, en tout cas territorial, et une succession de crises. Donc, sous Adrien, il y a une chose importante qui se produit, c'est que je vous avais parlé la dernière fois du magistrat qui chaque année rend un édit où il donne la liste des matières sur lesquelles il va rendre la justice. Bon. Adrien, avec l'aide donc de Julien, qu'on a vu tout à l'heure, Julien étant un Sabinien, va rédiger et cristalliser l'édit sous la forme d'un édit qui est dit l'édit perpétuel. C'est-à-dire que désormais, c'est pas chaque année que le magistrat reprendra l'édit, on cristallise l'édit. Et cet édit perpétuel va lui aussi donner lieu à une littérature de commentaires, qui porte pour nom ad edictum, donc sur l'édit. L'édit ou les livres de Sabinus sont une façon pour les juristes de trouver un ordre, puisque, quel que soit le genre littéraire, il reste toujours fidèle à cette époque à la méthode casuistique du raisonnement. Le problème de la méthode casuistique, c'est qu'un cas peut poser une multitude de questions. Et par conséquent, le figer dans un compartiment et le ranger, le classer, c'est déjà lui faire perdre beaucoup de son potentiel. Donc il y a une liberté, en réalité, d'invention autour du cas, avec les questions qu'il pose et la façon dont on organise les réponses, une très grande liberté. Donc, organiser les commentaires, organiser la littérature sous la forme de commentaires à des textes, c'est une méthode comme une autre de ranger, en fait, les matières. La difficulté étant, avec l'extension de cette littérature, d'arriver à retrouver les cas et de savoir exactement à quel endroit chercher. Mais les Romains ne vont pas échapper à ce problème. Au contraire, ça va être le grand problème de la période qui vient, va être, on peut dire, l'excroissance de la littérature juridique. Et en même temps, la capacité d'invention se tarit. En fait, les époques bénies sont les époques où tout est encore à inventer, à découvrir et à écrire. Dès lors qu'on arrive à un moment où il y a déjà une littérature qui est bien installée, on a tendance à crouler sous son poids et il devient, en tout cas c'est le problème qui va se poser dès cette époque-là, aux juristes. Et d'ailleurs, pour ce qui est des procédures devant les tribunaux, on avait l'autorité de l'empereur qui donnait à tel et tel juriste le pouvoir de répondre, mais au milieu de tous les juristes qui peuvent répondre, ce n'est pas l'unanimité. Loin de là, puisqu'on a donc l'opposition entre les deux écoles, sabinien et proculéen. Donc en fait, il y a un problème de conflit entre les avis de tel juriste et de tel autre. Bon. Alors, si on conçoit que la science du droit, elle ne vit que de la controverse, par la controverse, grâce à la controverse, cette contrariété dans les avis, ma foi, est plutôt à accueillir. Et c'est une façon de nourrir la dialectique. Malheureusement, cet état d'esprit n'est pas partagé par tout le monde et en général pas par les empereurs qui veulent que les règles soient plutôt claires et ordonnées. Adrien décide que pour que l'avis des jurisconsultes vaille et du poids devant les magistrats, il faut que les différents juristes soient unanimes. Ça anticipe déjà sur
sur ce qu'on appelle le consensus qui prévaut chez les juristes musulmans. Pour que l'avis des jurisconsultes ait vraiment force de loi, il faut qu'il soit unanime. Donc c'est ce que pose Adrien. Et d'ailleurs, il rend aux jurisconsultes la liberté d'interpréter, la liberté de répondre. Pour l'époque qui suit l'époque d'Adrien, on a moins de noms, on a moins de grands noms que pour l'époque antérieure, mais on a quand même 3 personnes qui méritent d'être retenues. On a Papinien, d'abord, mais ce sont des juristes déjà qui, semble-t-il, ne viennent pas des écoles romaines, mais d'une école qui fera beaucoup parler d'elle dans la période qui commence, c'est l'école de Beyrouth. Et il y avait à Beyrouth, depuis Auguste, une colonie romaine. Et il y a la fameuse école de droit de Berytos. Et il y avait de même, il y a eu une dispersion, il y a des écoles également à Constantinople, il y a des écoles à Alexandrie. Sans doute y a-t-il des écoles de droit partout où Rome a de l'influence, une influence culturelle. Mais donc Papinien est un oriental, semble-t-il. Il faut savoir qu'il mourra donc assassiné pour ne pas avoir voulu excuser un crime commis par un empereur. Donc ne voulant pas mettre sa science au service, il a dit il est plus facile de commettre un crime que de l'excuser. Et il y a perdu sa tête. Il a eu 2 disciples, Paul et Ulpien. Les écrits de Papinien, de Paul et Ulpien sont parmi ceux que nous avons en plus grand nombre. Les juristes antérieurs ne nous sont parvenus qu'en lambeaux, enfin un peu comme des ruines. Alors que pour Papinien, Paul et Ulpien, on a déjà beaucoup plus d'éléments. Je voulais dire un mot sur un écrit qui, lui, nous est arrivé quasiment complet et qui témoigne précisément de ce qui était enseigné dans les écoles. Donc c'est un élément, c'est un document d'une valeur absolument exceptionnelle, puisque ce qu'on n'a pas pour les époques antérieures, on a là un cours de droit. Un cours de droit, et c'est le cours de Gaius. Alors, quand on rentre dans l'étude des détails des cas, etc., même pour des problèmes contemporains, on peut se référer à Gaius, hein, ce sont des choses, oui. Étant donné que l'ordre des instituts, on les appelle comme ça les instituts de Gaius, c'est exactement l'ordre qu'adopteront les législateurs pour le Code civil. Et ça reste l'ordre de nos manuels de droit actuels. Alors je vais vous dire juste un mot, puisqu'on ne fait qu'une introduction historique au droit. Je pense qu'il vaut la peine quand même par petite dose, de donner un petit peu de matière. Alors essentiellement, le plan des instituts de Gaius est organisé autour de la division entre la personne et les choses. Donc dans une première grande partie, il envisage les personnes. Et dans une seconde partie, les choses, res. Voilà. Donc c'est une opposition persona-res. Bon. En ce qui concerne les personnes, il fait une dichotomie en séparant la question de la liberté de la question, disons, de la potestas, du pouvoir. Au sujet de la liberté, il distingue les esclaves et les libres. Et au sujet des libres, donc là, il envisage ceux qui sont sous la puissance d'autrui. Et là, il parle donc des enfants dont le père n'étant pas décédés, sont toujours sous la puissance de leur père. Comme je vous l'ai expliqué lors de la première séance, le système familial fait que tant que votre père est vivant, sauf émancipation, vous n'avez pas la pleine capacité juridique. C'est-à-dire que la propriété du domaine, la propriété des biens, c'est celle de votre père, du père de famille, le pater familias.
Et de même que les dettes et les créances sont contractées par le pater familias. Bon. Donc, Gaius envisage le statut donc, des enfants, et puis à l'occasion aussi le statut des épouses, qui elles-mêmes sont sous puissance. Et à propos du cas des enfants, il faut faire quand même une nuance, c'est qu'il y a un mouvement qui introduit néanmoins une certaine autonomie de gestion à l'intérieur de la famille, avec le phénomène du pécule. Mais à cette époque, on a encore un pécule, c'est-à-dire un patrimoine qui est à l'intérieur du patrimoine du père. Mais il y a quand même un mouvement, récemment, c'est Francis Cousin qui parlait des relations entre les différentes familles qui ricochent à l'intérieur de la famille. C'est exactement de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire que les rapports d'obligation non plus seulement cours entre pères de famille ou entre chefs de clan, mais s'introduisent également entre individus à l'intérieur de la famille. Bon, ça, c'est le phénomène du pécule. C'était juste pour faire une petite parenthèse sur ce sujet. Gaius envisage ensuite le cas de ceux qui sont bien pater familias, mais qui n'ont pas toutes leurs capacités, parce qu'ils sont mineurs, par exemple, ou aliénés. Et à ce moment-là, il y a l'institution dont je vous parlais tout à l'heure, de la tutelle, avec un système véritablement constitutionnel, puisque là, il y a une diarchie entre le conseil de famille et le tuteur, avec tout un système qui existe encore donc de nos jours. Pour ce qui est des res, les choses, la dichotomie essentielle consiste à séparer les biens dont on est propriétaire, les propriétés, des obligations, c'est-à-dire ce que l'on doit. Voilà les grandes articulations des instituts de Gaius. Il faut bien finir par sortir de la grande époque et commencer à aborder donc la décadence. Alors là, il y a des repères, encore que tous ces points, toutes ces questions de décadence de l'Empire romain, de fin, etc., de stade auquel la civilisation était descendue au Moyen-Âge, au Haut Moyen-Âge, tous ces points, évidemment, sont toujours sujets de discussion pour les historiens. Toujours est-il qu'il y a des points de repère. En 166 après Jésus-Christ, on a, j'avais noté ça, la première incursion germanique à l'intérieur de l'Empire romain. C'est-à-dire, c'est pas encore les grandes invasions, mais c'est la première incursion. Et puis, le IIIe siècle est marqué par des incursions barbares massives. Au IVe siècle après Jésus-Christ, les barbares, donc les Germains, sont alliés des Romains sur les limes, c'est-à-dire sur les frontières, alors qu'au Ve siècle, il y a un basculement, puisque là, on a déjà affaire au royaume fédéré. Bon. Alors, l'histoire est toujours sujette à révision, à réécriture. Néanmoins, il y a un phénomène de grandes invasions. Ça. Enfin, jusqu'à preuve du contraire, on a eu les grandes invasions germaniques de nos frères de sang lointains, qui continuent d'ailleurs de faire parler d'eux en Irak et en Afghanistan. Ils sont toujours très turbulents, ces Germains. Le phénomène à noter, c'est donc qu'il y a une crise, par exemple, 192 après Jésus-Christ, il y a une crise importante. Moi, j'ai noté des étapes charnières comme ça. 235 après Jésus-Christ jusqu'à 285 après Jésus-Christ, j'ai marqué crise. Bien. Il y a pour la période qui vient donc, une double transition, enfin une double translation. L'Empire se sépare en deux parties, la partie occidentale et la partie orientale. Et il y a ce qu'on appelait la translatio imperii, c'est-à-dire que le siège de l'Empire est transporté de Rome à Constantinople, à Byzance. C'est une première translation, mais il y en a une autre qui est importante, et j'en parle ensuite. C'est le phénomène de l'Église catholique, qui elle aussi a à voir avec l'Empire.
Alors en ce qui concerne, dans un premier temps, disons, le côté temporel, cette coupure entre l'Orient et l'Occident. Alors côté oriental, on a le problème dont je parlais tout à l'heure comment dire, j'allais dire, je le dis puisque j'allais le dire, de gestion des textes, de gestion de la masse des documents, d'arriver à harmoniser les textes, à les interpréter également. À noter d'ailleurs que la pédagogie scolaire, loin, comme dans les premiers temps de la science du droit à la fin de l'époque républicaine, de porter sur une dynamique libre des cas, porte plus directement sur la lecture des textes des premiers juristes. Alors, ça ne signifie pas qu'il n'y a plus de discussion casuistique, mais ça ne garantit pas qu'il y en ait. Il y a une lecture des textes. Dans la mesure où ces textes véhiculent eux-mêmes des discussions et eux-mêmes transmettent des cas avec des questions, avec des avis, ils sont propices à générer ce même type de discussion. Bien. Et par ailleurs, il y a toute une science de l'interprétation qui se met en marche et qui consiste, quand on veut dégager le sens exact d'un texte, à retrouver, une fois qu'on a établi la lettre du texte, à retrouver l'intention de l'auteur. Bon. Et pour retrouver l'intention, de se pencher sur la façon dont le texte a été lui-même écrit, c'est-à-dire la façon dont les termes sont venus à l'esprit de celui qui a écrit. Bon. Tout ça génère toute une science de l'interprétation. Et comme ces textes sont le fruit de controverses, le fruit d'exposés de cas avec des questions posées soit par des clients, par des magistrats ou même par des étudiants, il est évident que la manière la plus propice de rentrer dans le sens profond du texte, c'est de renouer avec la discussion qui a donné lieu à ce texte même. Donc il y a un effet quand même moteur, mais il est certain que les écoles procèdent de manière extrêmement méthodique. Il y a des listes de textes étudiés. En première année, on étudie, par exemple, tel livre de Papinien. En deuxième année, on étudie tel autre. Ou bien en première année, on étudie les instituts. Enfin, il y a un programme. Il y a un programme avec des professeurs. Et je pense que on peut dire qu'on n'est pas encore dans l'âge industriel auquel nous sommes aujourd'hui, dans l'abrutissement des masses d'étudiants que l'on envoie par fourgon, par convoi, dans les amphithéâtres pour en sortir de parfaits fonctionnaires. Mais il y a des signes comme quoi on n'en est pas loin. Parce que l'administration impériale prend une importance qu'elle n'avait pas auparavant. Et cette administration, elle a besoin d'un corps de fonctionnaires. Alors, au moins, ils ne sont pas formés à l'ENA. Les cadres ne sortent pas de l'ENA. Les cadres sont formés justement à la science du droit. D'où la force quand même de cette structure impériale. Mais je crois qu'il y a un côté plus mécanique quand même, et plus systématique. On n'est pas encore, disons, dans l'industrie, mais il y a déjà une méthode d'enseignement artisanal. C'est-à-dire qu'on a compris que effectivement l'Empire et le pouvoir avaient besoin de la pensée juridique, et une pensée qui a toujours été à son service. Même dans les époques les plus reculées, les juristes n'ont jamais été des gens qui, pour le plaisir de l'art, réfléchissaient aux notions juridiques. Mais là, il y a une systématisation, ça c'est certain, de l'enseignement. Et dans le même temps, à la fois du fait de l'organisation plus méthodique du gouvernement dans ses connexions avec l'enseignement, il y a dans cette époque-là, et surtout en Orient, un travail qui s'amorce de codification. De codification, c'est-à-dire d'élaboration, d'harmonisation des textes, de synthèse, de compilation, qui est un travail important. Et dans la masse... D'autre part, l'Empire lui-même sécrète beaucoup de littérature juridique, enfin, des lois, des mandats, par exemple. Il donne des instructions aux magistrats ou aux agents publics. Instructions qui ont été élaborées dans les cabinets de l'administration impériale où travaillent des juristes.
Donc c'est une administration très en lien avec l'université, qui délivre des documents qui à leur tour vont être commentés dans l'université. Des édits qui sont promulgués par l'empereur, des décrets qui sont des décisions impériales rendues sur tel cas d'espèce, de même qu'autrefois on allait voir le pontife, le grand pontife. Il faut savoir que la charge de Pontifex Maximus, la charge de grand pontife, est passée à l'empereur. Donc finalement, aller voir l'empereur pour tel cas d'espèce, lui demander quelle est la bonne formule pour résoudre ce cas, c'est jamais que dans la tradition millénaire. Hein. Et des rescrits qui sont des réponses à des requêtes, et des réponses écrites, des lettres que l'administration impériale envoie à ceux qui posent des questions, et des requêtes qui parfois peuvent recevoir l'approbation de l'empereur, donc ex auctoritas, ou du conseil de l'empereur. Mais parmi tous ces textes, la première place reste quand même à la doctrine, c'est-à-dire aux écrits des juristes, c'est-à-dire au recueil de réponses, au recueil de questions, à la littérature ad sabinum ou ad edictum. C'est quand même la science du droit civil, c'est d'abord la littérature proprement doctrinale. Hein, étant donné que les premiers grands codes qui préfigurent les codes comme le code théodosien en 438 sont des œuvres purement doctrinales. Hein. C'est en 272, c'est le code grégorien et le code hermogénien. Une loi curieuse de 426 après Jésus-Christ, où pour résoudre le problème de la contradiction entre les différents avis rendus par les juristes, qu'on trouve dans les différents ouvrages, en 426, l'empereur énonce ce qu'on appelait la loi des citations. C'est-à-dire qu'il dresse la liste de 9 juristes que l'on pourra citer devant les magistrats. Donc on a Papinien, Gaius, dont je vous parlais tout à l'heure, Paul, Ulpien, Modestin, Scaevola, Sabinus, Julien et Marcellus. Et il prévoit que si ces juristes divergent entre eux, on prendra le plus grand nombre. C'est la majorité qui l'emportera. Et en cas d'égalité, on se référera à ce que pense Papinien, qui sera le départiteur. Papinien, dont pour les millénaires qui viennent après, Papinien qui gardera le titre de prince des jurisconsultes. Ça, c'est pour l'aspect, pour ce qui concerne ce qu'il y avait à dire de l'Empire d'Orient. En Occident, alors lorsqu'on étudie des questions juridiques, on a quelques textes, on peut comparer effectivement le niveau intellectuel avec ce qui est produit en Orient. Bon, de toute façon, c'est pas le lieu, c'est pas le moment d'introduction historique à l'étude du droit pour remettre en question ce qui s'enseigne depuis quand même des siècles et des siècles. Restons-en à ce qu'il faut savoir, parce qu'après tout, de nos jours, la science historique, de toute façon, est dans une telle déliquescence que même ce qui s'est enseigné pendant des centaines et des centaines d'années est ignoré. Bon. Donc, il est arrivé un événement assez extraordinaire à l'Occident, en Occident. C'est une décadence dans la lignée dans la poussée des invasions barbares et des destructions que les Germains ou les peuples ou les Slaves, enfin, les pillages auxquels se sont livrés ces populations en Occident. Il y a une rupture, il y a une coupure de la communication avec l'Empire oriental. Ça ne veut pas dire qu'il y a une perte totale de la science. Je dis, ça ne veut pas le dire. Ça ne veut pas dire ça. Si, c'est ce que l'on dit. C'est-à-dire que
les populations vivant dans les terres occidentales sont passées du très haut niveau de civilisation qu'avait atteint l'Empire romain, sont redescendues, dit-on parfois, à un niveau qui les faisait remonter à l'âge de pierre. Les royaumes barbares ont mis par écrit, alors il y a le phénomène de la mise à l'écrit des coutumes germaniques. Alors par exemple, en 466, de 466 à 484 après Jésus-Christ, les Wisigoths mettent par écrit leurs coutumes, et c'est le code d'Euric. Il y a une chose à noter comme point de repère, parce que ça c'est des choses quand même importantes, c'est la fameuse date du 31 décembre 406, je ne sais pas si vous connaissez cette date, où le Rhin gèle. Et avec le gel du Rhin, s'efface la muraille naturelle que constitue le Rhin. Et par conséquent, c'est le moment des grandes invasions. Alors, pour se faire une idée de ce que ça peut représenter, il faudrait imaginer peut-être que la mer Méditerranée gèle. sur toute sa longueur. Bon, c'était une... Et en 410, on a le sac de Rome par les Wisigoths, vous savez, les mêmes qui écrivent leurs coutumes. Le sac de Rome. Et c'est le moment de le dire, puisqu'en 476, le dernier empereur romain est déposé. Donc il n'y a plus d'empire d'Occident. L'empire survit en Orient, mais c'en est terminé pour l'Occident. Alors pour cette période de l'histoire, c'est-à-dire je suis sur le bas empire, je suis sur les siècles 3e, 4e, 5e siècle après Jésus-Christ. Il faut réserver une part à ce que certains ont appelé la révolution chrétienne. Alors, on fait une introduction historique à l'étude du droit, et j'ai quasiment pas parlé de religion, encore que la question des rapports entre le droit et la religion soit un des thèmes normaux d'une introduction au droit, de même que les rapports avec la morale, etc. Alors, je ne parle pas de l'histoire de la religion, mais là, pour le coup, il s'agit bien d'histoire du droit, et pas d'histoire de la religion. C'est un phénomène, je vais vous en parler sous deux angles. Soit on peut se dire que l'Empire romain, avec Constantin, avec la conversion de l'empereur au christianisme, on peut se dire que l'Empire romain s'est converti au christianisme. Et qu'avec la conversion de l'empereur, on a eu également la conversion parce que la religion à Rome, on l'avait dit, le culte fait partie de l'Empire. Enfin, c'est politique autant que religieux. De même que dans la famille, on a une religion, on a le culte du clan, des ancêtres fondateurs. Bon. Donc on peut considérer que tout l'Empire, avec ses rouages administratifs, avec son système de rescrits, avec le système des délégations, avec les préfectures, avec le phénomène d'alliance, le phénomène d'allégeance des différentes cités de l'Empire à la cité romaine, à la cité de Rome, qui est la capitale de l'Empire, que tout ce système-là se convertit au christianisme et que ça donne l'Église catholique. C'est un phénomène que l'on peut voir sous cette forme-là. C'est un phénomène important parce que dans les siècles qui précèdent cet événement, ce qu'on entend par religion catholique n'a rien à voir avec un système impérial, et n'a rien à voir avec un système institutionnel. Au contraire, bon, le christianisme, c'est une secte juive, qui attend le retour de Christos, et qui, on le sait maintenant, dans les 3 premiers siècles du christianisme, baigne dans un univers fait d'anges, de visions, d'une mystique et d'écoles philosophiques, mais
mais certainement pas de ce qui va arriver avec la conversion de l'Empire, avec d'ailleurs des croyances, enfin, théologiquement, le dogme, par exemple, de la Trinité et le dogme de l'incarnation n'apparaissent qu'au moment de l'institutionnalisation. Avant l'institutionnalisation, ce qu'on a présenté à l'époque des grands conciles, qui ont lieu à l'époque de l'institutionnalisation, les grands conciles, à l'époque des grands conciles, on a présenté comme hérésie nouvelle le nestorianisme, l'idée que le Christ était un dieu, ou alors que l'idée que c'était un homme, etc. Enfin, toutes les croyances, on les a présentées comme des hérésies nouvelles. Bon, il est établi qu'en réalité, ce qui était nouveau, au contraire, c'était le dogme trinitaire et le phénomène de l'incarnation. Ça ne veut pas dire pour autant que la religion chrétienne qui suit cette époque-là est fausse. Hein. On peut très bien considérer, et d'ailleurs c'est souvent comme ça que c'est présenté, que les premiers chrétiens ont mis du temps à comprendre ce que la venue de Dieu dans notre monde signifiait et allait provoquer. Hein. Tout ça, ce sont des questions de point de vue. Alors précisément sur le point de vue, il y aurait une autre façon de voir le même mécanisme, c'est pour vous donner un peu une idée de ce qui s'est passé. C'est de considérer, plutôt que de considérer que l'Empire, avec tous ses membres, devient chrétien, c'est de considérer que l'Église, parce qu'il y avait une Église hein, avec des évêques et des fidèles et quand même une certaine organisation, hein, que toute cette Église donc s'institutionnalise, c'est-à-dire que elle adopte le droit romain. C'est une autre façon de voir le même phénomène. C'est un phénomène de réception du droit romain, bon, qui se fait aussi sous la forme d'une conversion de certains grands juristes romains au christianisme. D'ailleurs, des juristes, il y a Tertullien et Cyprien, et Tertullien surtout. Tertullien était un juriste. Et il y a un phénomène qui fait que il met sa science, effectivement, au service de l'Église. Là, il y a quelque chose de très important pour l'histoire du droit qui se produit. En tout cas, c'est un fait enfin, qui avait été noté avec insistance par Max Weber. Vous savez que Max Weber essayait de comprendre qu'est-ce qui était arrivé à l'Occident dans son histoire pour qu'il devienne ce qu'il est. Et lui, il voyait le phénomène de sécularisation et de rationalisation. Eh bien, et ça, son disciple Carl Schmitt en a été frappé et n'a cessé dans toute l'œuvre de Carl Schmitt, ça revient comme une forme d'obsession. Cette remarque chez son maître Max Weber de l'importance de l'Église catholique dans sa forme institutionnelle hein, pour conduire l'Occident, je le dis avec des mots un petit peu, sur le chemin de la rationalité. C'est-à-dire que la religion chrétienne du 3e, 4e siècle a été le pont vers, effectivement, notre monde rationaliste et techniquement organisé. Et c'est intéressant de voir que Max Weber voit les prémices de ce dont on parle précisément à la fin de l'Empire. Mais il y a une coupure quand même avec le Moyen-Âge. Je veux dire avec les invasions barbares. Donc il y a quelque chose qui se met en place au 3-4e siècle après Jésus-Christ, qui va avoir sa destinée en Orient, et qui néanmoins est freiné par le début du Moyen-Âge. On y reviendra dans la leçon correspondante à cette époque. Voilà, je voudrais terminer cette leçon par une illustration de l'opposition qu'on peut trouver entre l'esprit juridique et l'esprit proprement religieux. Vous avez vu, tout à l'heure, je vous parlais de l'interprétation des textes. Les juristes, et ça c'est frappant déjà chez Cicéron, mais c'est encore présent c'est encore présent chez Gaius, ils ont une herméneutique assez sommaire.
En fait, c'est le corps et l'esprit déjà. C'est la lettre et l'esprit. Cicéron dit devant les tribunaux, quand il faut interpréter une loi, si la loi va à ton avantage, tu invoques la lettre. Si elle t'avantage pas, tu vas parler de l'esprit. Donc il y a la lettre et l'esprit. Et ça c'est l'herméneutique juridique. Et l'Église catholique, quand elle se juridifie, elle rentre dans cette herméneutique-là. C'est un monde qui sépare cette façon de voir les choses de l'herméneutique religieuse qu'on trouve autant dans la tradition perse, chez les philosophes, chez les juifs, ou chez justement les premiers chrétiens, et une herméneutique qui perdure chez les religieux, si vous voulez, mais pas chez les... Il y a chez les catholiques, dans l'Église catholique, dans l'Église chrétienne, certainement une opposition entre l'esprit juridique et l'esprit, disons, alors, je dirais pas évangélique, parce que je suis pas sûr que l'évangile soit pas juridique. Enfin, pas directement, mais par la place qu'il laisse au droit, quelque part, c'est peut-être bien l'évangile qui a donné la possibilité au droit de devenir ce qu'il est. En tout cas, il y a toujours eu une opposition entre différents courants, entre les deux courants. Alors, je vous parle par contraste avec l'herméneutique des juristes, l'être, esprit, de l'herméneutique des religieux, hein, purement religieux. Eux, leur doctrine, c'est la doctrine des quatre sens dans l'écriture. Vous avez quatre sens. Vous avez la lettre, littéra, mais qui est aussi le sens historique. C'est par exemple la sortie d'Égypte. Historiquement, c'est ce qui s'est passé. En tout cas, on se représente l'histoire, c'est la lettre. Et puis vous avez le sens moral ou tropologique. C'est la leçon que l'on retient en ce qui concerne le comportement moral que l'on doit donc avoir. Mais c'est pas tout. Vous avez également le sens allégorique. C'est-à-dire que ce qui s'est passé est une image d'autre chose que l'on doit comprendre. Alors par exemple, pour les chrétiens, l'Ancien Testament est une allégorie du Nouveau. Bon. Mais c'est pas tout. Vous avez également le sens anagogique, qui porte lui sur le symbole et qui contient la haute doctrine spirituelle. Bon. Et pour vous donner pour donner un peu de relief à cette clé des quatre sens, le sens littéral correspond au corps. Et il y a une analogie avec toute la constitution de l'homme. Le sens moral correspond à l'âme. En latin, en grec, c'est la psyché. L'âme, anima. Le sens allégorique correspond à l'intellect, nous en grec, et le sens anagogique correspond à l'esprit, c'est pneuma. Voilà. Et c'est... alors après, on peut aller plus loin, notamment avec Henri Corbin, et pour voir comment Henri Corbin et puis d'autres, enfin, tout le cercle d'Eranos a travaillé sur ces questions, parce que à chaque sens va correspondre un archange et un prophète. Alors la lettre, c'est Mohammed, par exemple, dans l'islam. L'allégorie, c'est Abraham, et l'anagogie, c'est Adam. Bon, voilà. Enfin, on voit qu'on n'est pas du tout dans le même... Par cet exemple, je voulais juste mettre en lumière le fossé qui sépare quand même la mentalité juridique de la mentalité religieuse. Hein, on a quand même la possibilité de dire quand même. Bon. Est-ce que vous avez des observations ou des questions sur cette troisième leçon, étant donné que nous sommes à mi-parcours, et la prochaine fois, nous abordons le Moyen-Âge. Oui? J'ai une question. Quelle est la différence entre la casuistique et la jurisprudence? Le cours précédent. Voilà. Alors, c'est ce que je craignais tout à l'heure.
le fait d'arriver en cours de route. Mais ça pourrait être le cas également de celui ou de celle qui visionne cette vidéo, puisqu'il n'y a pas de temps ni d'espace sur Internet. Alors peut-être justement qu'un étudiant de nos leçons peut répondre. Bah justement, non, j'allais le défendre un petit peu en disant que, bien qu'on ait expliqué ce qu'était la casuistique le cours précédent, la différence entre la casuistique et la jurisprudence, c'est une question pertinente, c'est-à-dire que l'étude de cas n'est pas à proprement parler la jurisprudence, même si la jurisprudence s'en inspire. Alors, ça tombe bien parce que je pense que effectivement manque à ce cours un point d'appui concret. Et comme j'ai dit, j'avais pensé à un moment alterner les leçons d'introduction historique au droit et des séances proprement juridiques. Parce que c'est peut-être pas la peine de rentrer dans des définitions sur la casuistique et la jurisprudence, ça donnera pas d'idée. J'ai pensé à un exemple tiré de Gaius sur le mode casuistique de pensée. Bon, alors, on peut prendre le temps de le... juste rapidement. C'est à propos de savoir si un enfant qui naît est libre ou esclave. C'est le tout début des instituts, c'est par là que commence le cours de droit. N'est-on libre ou esclave? Bon. Alors, tout de suite, on peut donner des premiers cas. Lorsque le père et la mère sont libres, l'enfant est libre. Alors, là, on a une jurisprudence, déjà, parce qu'on a une opinion qui pourra faire jurisprudence. Bon. Lorsque le père et la mère sont esclaves, l'enfant est esclave. Bien. Maintenant, si l'un des deux n'est pas libre, on a un esclave et un libre. C'est l'homme qui... C'est l'homme qui quoi? C'est l'homme qui l'emporte. C'est-à-dire, si l'homme est libre, l'enfant est libre, et si l'homme est esclave, l'enfant est esclave? Par exemple. C'est un exemple, mais c'est pas... Alors pour le coup, ça c'est une jurisprudence, mais elle ne correspond pas à la règle. Enfin, à la règle. Elle ne correspond pas à la jurisprudence romaine. Moi, comme ça, j'aurais tendance à dire que si l'homme reconnaît son fils et qu'il est libre, l'enfant est libre, et que si la femme est libre, l'enfant est libre, puisqu'il naît d'elle, mais après ça... Alors, il y a une distinction. Non, mais on pourrait pour vous donner, il y a toute une... Mais c'est bien de donner votre avis, parce que du coup, vous mettez votre esprit, vous préparez votre esprit à... Déjà, vous êtes dans le raisonnement. Donc, ça suffit déjà. On pourrait arrêter la leçon là. Et puis, vous laissez... Pardon? Les antifas, ils ne pourraient pas faire ce cours, je crois. Non, alors... Non, laissons les antifas tranquilles. Moi, je pense tout le bien possible des antifas. Non, mais... Encore qu'il y ait dans le fascisme italien un retour à Rome et un côté juridique très clair, et que pour avoir longtemps... D'abord, pour avoir étudié à l'université, et pour y avoir enseigné, et avoir vu passer différentes cargaisons d'étudiants, et avoir vécu les blocages dans les facs, il est vrai que les antifas ne se recrutent pas beaucoup dans les facultés de droit. En général, l'antifa, il fait sociaux et lettres, ou philo. Mais donc il faut qu'il arrête tout de suite de visionner cette vidéo, parce que au contact de la pensée juridique, il risque bien de devenir fa, et non plus antifa. Non, il y a une distinction. Déjà, ça c'est fasciste, la distinction. Déjà distinguer. La discrimination. Et pourtant, c'est bien la base du raisonnement juridique. Bien. Il faut distinguer le père et la mère. Et ça ne dépend pas du père. C'est l'autre alternative. Mais ton esprit est prêt à accueillir dans l'Évangile la solution. Parce que tu as commencé à dire, bon, par exemple, et tu as bien dit, par exemple, ça dépend du père. Si le père est libre... Bon. Donc non, ça dépend de la mère. Si la mère est libre et que le père est esclave, l'enfant est libre. Si l'homme est libre
et que la femme est esclave, l'enfant est esclave. D'accord? Ça dépend de la femme. Alors, c'est ça le problème de la casuistique, c'est que, en fait, ça ne s'arrête pas là. Ça rentre dans les méandres d'autres cas qui vont nous permettre de comprendre des règles qui n'ont rien à voir avec l'esclavage. C'est pour ça que... Oui? Cela dit, cette règle-là, Oui. ça vient... elle a été élaborée par étude de cas ou elle a été écrite... Elle est enseignée sous la forme de cas, tel que je vous l'ai dit là. En tout cas, c'est attesté chez Gaius. Et moi, je pense que c'est une casuistique qui remonte à quasiment... Enfin, l'esclavage ne remonte pas à la nuit des temps. Ça fait pas partie des règles qui ont été écrites dans le livre dont on parlait, les règles de base. C'est pas dans la loi des 12 tables, cette casuistique. Mais il y a des éléments de la loi des 12 tables qui font penser que ces règles-là existaient déjà. On peut le voir après. Non, parce que... Oui. En fait, la jurisprudence, c'est juste une partie de la casuistique, c'est l'effet du poids des cas précédents, alors que la casuistique, c'est général. Mais... C'est un ingénieur. Mais c'est un docteur, tu es libre de donner déjà par écrit ou par oral ta définition de la jurisprudence. Je la respecte, et dans un esprit d'évangile, je la reçois. Je peux la partager maintenant. Mais oui, proposition, ma foi, je préfère rester dans une ouverture, plus antifa. Mais ma foi, oui, tu es sur le bon chemin. Alors, la mère est libre, l'enfant est libre. La mère est esclave, l'enfant est esclave. Distinction. Et si la femme, elle est esclave au moment de la conception, mais qu'elle est libre au moment de l'accouchement, voilà, ça c'est la casuistique. Voilà le cas. Là on rentre vraiment dans le... Parce que tout à l'heure c'était que de l'échauffement. Et c'est toujours comme ça. Tous les textes se présentent comme ça. Il y a un premier... On pose le décor, et là ça commence. Elle a été affranchie, vous comprenez? Vous êtes un maître, un homme. Vous allez donc vous compromettre avec une esclave. Que ce soit votre esclave ou celle d'un autre, elle est affranchie pendant sa grossesse. Elle accouche. Alors, l'enfant, il est quoi? Libre. Alors, il est libre. C'est... Hein? Pour qu'on puisse laisser la possibilité d'affranchir un esclave dans ce cas où... Enfin, comme ça on peut dire... Ah, bah, Si elle est affranchie et que lui il est esclave, c'est qui son maître? Mais non, lui il était maître. Eh ben, c'est le... alors, si l'enfant... voilà une question qui n'est pas dans... Alors, Ouais. voilà une question qui n'est pas dans les textes canoniques, mais je veux bien y répondre, parce que c'est intéressant. Comme quoi, la casuistique permet de partir dans tous les sens. Hein. Si effectivement, l'enfant, elle est libre, mais que l'enfant est esclave, à qui appartient l'enfant? Voilà une question, mais elle est facile à résoudre. Hein. Appartient à la mère? Non. Mais non, elle est libre. Ah oui, tiens, ça serait une solution. Non, elle appartient au maître de... À mon avis, hein, j'ai pas lu la réponse, mais à mon avis, elle appartient au maître de la mère. Mais si elle porte l'enfant de quelqu'un d'autre? Non, mais de toute façon, c'est l'enfant de quelqu'un d'autre. Hein. C'est une esclave. Bon. Non, mais si elle a été affranchie entre la conception et l'accouchement, c'est bien qu'on a désiré la faire libre afin que l'enfant naisse libre. Non, je crois pas. Parce qu'elle a pu être affranchie dans les tout premiers temps de la conception. Elle conçoit, et puis après elle va se promener, et elle rencontre son maître, il sait pas ce qui s'est passé, il l'affranchit. Voilà. Eh ben, elle a un enfant, non. Mais en tout cas, la réponse est juste. Il est libre. Mais vous voyez que là, on peut pas s'arrêter là. Et les juristes ne s'arrêtent pas là. Parce que vous n'avez pas compris la vraie raison de pourquoi l'enfant est libre. Parce que on est obligé de voir le cas où elle est libre au moment de la conception et elle est
esclave au moment de l'accouchement. Vous voyez, c'est le cas inverse. Alors, Esclave. Bah ouais. Il faudrait qu'elle prouve. Alors. Fran, elle était libre au moment de la conception, C'est elle qui va s'en occuper. elle est tombée dans l'esclavage. Ouais, mais dans ces cas-là, Elle va s'occuper de son enfant. elle est libre. Oui. Elle accouche d'un enfant libre. Elle devient esclave. Non, elle est esclave avant l'accouchement. Non, mais imaginons cet autre cas, pour digresser. Elle devient esclave. Ah, oui, Comme oui, l'enfant oui. est la propriété de ses parents, l'enfant reste-t-il libre ou devient-il esclave avec sa mère? Non, l'enfant, à mon avis, devient libre. Reste libre. On peut très bien réduire en esclavage la mère et laisser l'enfant en liberté. Pas de pitié. D'accord. Faut pas oublier que... Je suis pas très familier avec les coutumes de l'esclavage. Hein, mais... Non, mais... Oui, mais... eh bien, écoutez, c'est bien que vous butiez un petit peu sur cette réponse, parce que c'est pas tranché aussi simplement. Il faut distinguer. Et c'est la distinction qui va vous permettre de comprendre la règle essentielle que cette casuistique est destinée à expliquer. Pour certaines personnes, la question se pose même pas, parce qu'il n'est pas censé y avoir d'esclaves. Oui, alors, de nos jours, on se moque de savoir, de résoudre ces questions d'esclaves, enfin, sauf dans certaines contrées. Hein. Bon. Et ben oui, mais il faut en tenir compte aussi, parce qu'après tout, nous sommes au service des puissants du moment et du lieu. On ne sait pas. Bon. Justement, l'intérêt qu'il y a de continuer à étudier cette vieille casuistique, c'est parce qu'elle contient un enseignement qui, lui, nous apporte beaucoup aujourd'hui. C'est pour ça que on notait dès la première leçon que les casuistiques contiennent beaucoup enfin, les traditions contiennent beaucoup de casuistiques d'un autre âge. Et pourquoi elles sont conservées? C'est parce qu'elles ont cette vertu pédagogique. Donc il y a une distinction, et figurez-vous que la distinction, on est toujours dans le cas où elle était libre lorsqu'elle a conçu, et elle était esclave lorsqu'elle a accouché. Hein. Eh bien, on distingue selon qu'elle était mariée ou non au moment de la conception. Figurez-vous. C'est machiste. Ça l'est plus que tu le crois, et il faut aller au bout du raisonnement. Si elle a conçu pendant le mariage, c'est-à-dire l'enfant était donc légitime. Forcément, on n'a pas le cas du père esclave parce qu'il ne peut pas se marier. Et père et mère libre. L'enfant sera... Elle est tombée en esclavage. L'enfant sera quoi alors? Libre. Voilà. Elle a conçu dans le mariage, l'enfant sera libre. Maintenant, elle a conçu de manière illégitime, hors mariage ou alors qu'elle n'était pas mariée. Elle était libre. Bon. Elle tombe en esclavage, l'enfant sera esclave. Voilà. Donc là, c'est tout ce qu'on a. Alors, on a sur l'époque qui viendra dans la leçon suivante, l'époque de décadence et de ramollissement, et de féminisation déjà. Une décision qui dit non, c'est quand même pas sympa. C'est quand même un peu facho, quoi. Ce pauvre petit enfant, il a rien demandé, c'est pas de sa faute. Il pourrait choisir aussi l'enfant d'être esclave. Oui, bien sûr, de nos jours, on lui laisserait le choix. Donc, il y a une décision qui est prise par un empereur qu'on verra la prochaine fois, qui dit que non, dans ce cas, il est libre. Il est libre quand même. Mais, traditionnellement, pour les Sabiniens, non, l'enfant, il est esclave. Après, moi, cette casuistique, elle m'intéresse parce que, bon, c'est une casuistique que j'ai travaillée à maintes reprises dans les séminaires que nous organisions, déjà à l'université d'ailleurs. J'avais abordé cette casuistique, je me souviens, à l'université, mais j'en avais pas une vue aussi précise. Parce que les fragments qu'on a dans les textes ne sont pas facilement appréhendables comme ça. Enfin, on peut pas... Tu voulais ajouter quelque chose? Oui, j'ai une petite question. On parle d'enfants conçus dans le mariage ou de manière illégitime. Déjà à l'époque, alors qu'on en est quand même au balbutiement du catholicisme, le mariage à l'époque, l'institution
Ces règles-là, elles sont Alors, établies. là, c'est important parce que justement, c'est un peu sur le thème de l'institutionnalisation et de l'Église, etc. Pour les chrétiens des premiers siècles, il n'y a pas de père, de mère, de femme, d'époux, d'épouse. Le message du Christ, c'est vous êtes tous, vous n'êtes pas ni, etc. Et chez saint Paul aussi, il y a ça. Là, on est victime de la propagande médiatique actuelle. On nous fait croire que le mariage, c'est catholique et que l'anti-mariage, c'est laïque, c'est le contraire. Et c'est faute d'avoir étudié les théologiens et les canonistes de l'Église. Il y a toute une étude sur la notion de mariage, justement. Parce que le mariage, c'est une institution d'abord temporelle. Alors après, elle a été, mais ça c'est dans les prochaines leçons, elle a été effectivement, cette institution temporelle, elle a été prise en charge et prise en main, et de la vie de certains, abusivement, par l'Église. Bon, mais c'est une institution de droit civil, évidemment. Enfin, donc voilà, donc c'est une institution de droit civil, et ces règles-là, malgré tout, donc ces règles de ne pas concevoir en dehors du mariage existent déjà à cette époque, c'est ça qui est... Non, on ne dit pas qu'il ne faut pas concevoir en dehors du mariage. On dit que si l'enfant est conçu dans le mariage et que la femme tombe en esclavage, l'enfant sera libre. Parce que, pourquoi? Parce qu'on s'intéresse à l'instant de la conception et pas à l'instant de l'accouchement. Oui, mais également à l'institution, au statut de marié. C'est pas tant ça, à mon avis. Enfin, après, on peut discuter. Là, on extrapole, on fait de la théorie, parce que on est des juristes du XXIe siècle et on a besoin de... Et en plus français. Alors que si la conception était légitime, on a égard à l'instant de l'accouchement. Et elle était esclave au moment de l'accouchement. En fait, c'est ça la raison de distinguer. Mais ça, c'est ce que j'ajoute, ou alors je le garde pour moi, j'en sais rien. Il faut que je vous laisse le comprendre. Ou je le dis. Qu'est-ce que je fais? Voilà un problème que rencontreront les... Non, ce que ça apprend, et ce que je dirai d'ailleurs prochainement à Lyon, c'est que lorsque l'enfant est conçu dans le mariage, il existe dès la conception. Alors que quand il est conçu hors mariage, il existe à l'accouchement. Ça, c'est la règle. Et moi, ça me fait penser, mais alors peut-être que j'extrapole, ma foi, enfin, ça me fait penser, non, j'ai des raisons de le penser. C'est que quand l'enfant est conçu dans le mariage, l'enfant est au père. Le lien avec le père prime sur le lien avec la mère. Et ce lien avec le père commence bizarrement dès la conception. Alors que quand l'enfant est un enfant naturel, conçu hors mariage, c'est le lien avec la mère qui prime. Et ce lien avec la mère, lui, il s'établit à l'accouchement et non pas à la conception. Ça, vous voyez, ça c'est un distinguo, c'est une distinction qui permet de mettre de casser complètement les schémas qu'on a, par exemple, au sujet de l'avortement, entre les pro-life et les pro-avortement. Puisque eux, c'est massif. Il y en a pour qui il faut respecter la vie à tout prix, et d'autres pour qui la femme a le droit sur son ventre. Non. Le distinguo romain, c'est si la femme est mariée, elle n'a aucun droit sur son ventre. C'est les droits du mari. Et il y a toute une institution, d'ailleurs, du tuteur au ventre qui est là pour contrôler que pendant la grossesse, la femme ne fait pas n'importe quoi avec son ventre et qu'elle se nourrit bien comme il faut pour nourrir l'embryon. Alors que si l'enfant, ma foi, si l'enfant est à la mère, tant qu'elle n'a pas accouché, elle pourrait en faire ce qu'elle veut. Même question, ça permet d'éclairer aussi la question actuelle de la gestation pour autrui. Puisque dans le schéma du mariage, la mère, elle est dans la position d'une gestatrice pour autrui, puisqu'elle n'est gestatrice que pour le père. Enfin bon, c'était peut-être important que je vous donne une idée précise, et ma foi, peut-être pour que les leçons d'histoire soient plus prenantes, peut-être faudrait-il d'ailleurs mettre cette casuistique en avant-propos, pour que l'on ait déjà une idée de ce dont on parle.
effectivement. Parce que là, maintenant que vous avez l'illustration, je suis plus à l'aise pour vous répondre sur la question qu'est-ce que la casuistique et qu'est-ce que la jurisprudence. Voilà. Et d'ailleurs, j'ai même pas besoin de répondre puisque j'ai répondu par l'exemple. Juste, on parlait de la place des femmes. Tous les juristes que vous avez cités, là, c'est masculin, il n'y a pas de femmes juristes. Alors, j'allais dire, Dieu merci. Dieu merci. Il y a une histoire des femmes et de leur influence sur le droit. Ça, c'est indéniable. Et notamment, et ça c'est la prochaine leçon, un empereur qui a justement, qui libérait les esclaves, était sous l'influence de sa femme. Comme quoi ça arrive, hein, qu'on soit sous l'influence de sa femme quand même. Quand même. Mais des juristes femmes, les premières, autant qu'on puisse parler de juriste pour une femme, parce que il y a un tour d'esprit chez les femmes qui... Tu es d'accord? Ça me pourrit la vie. Il y a quelque chose qui Il n'y a pas de cuisine dans un tribunal. Qui prend pas, par exemple. Alors, elles n'ont rien à faire là. Mais bon, on en reviendra peut-être. Pour l'instant, je n'ai pas vu de juriste femme, effectivement. J'ai vu des avocates, des professeurs de droit. Par exemple, pour l'économie... Ah, des magistrates. Alors, à l'époque où j'étudiais, j'étais sur les bancs de l'université, il y a un enseignant qui nous rapportait le propos de la présidente de la Cour de cassation, qui s'appelait Madame Rosès, je crois, et qui était révoltée de cette invasion de la gente féminine dans les tribunaux, et elle, une femme, disait « il y a trop de femmes ». Alors qu'elle était arrivée au sommet de l'institution, elle était la pontife Maximus, le pontifex Maximus, hein, elle était au sommet, président de la Cour de cassation, et elle trouvait qu'il y avait trop de femmes. Bon. Ça, c'est un thème qui mérite effectivement réflexion, mais de manière... on y était d'ailleurs, tu as raison, il y a un lien avec ce qu'on dit, c'est sur la distinction des rôles, enfin, et des places, la distinction des fonctions. Mais à notre époque, c'est quasiment passible, c'est un crime imprescriptible de défendre l'idée d'une discrimination comme ça entre l'homme et la femme. Et d'ailleurs, on a en plus un crime contre l'humanité puisqu'on parle de l'esclavage. Donc c'est pas loin d'être de l'apologie de l'esclavage, oui. Bon, c'est difficile de... Non, on peut pas à cette heure tardive répondre sérieusement, mais bon, je crois que j'ai répondu. Avant le XXe siècle, il n'y a pas de juristes, évidemment. Déjà, il n'y avait pas de femmes dans les universités. C'est la maçonnerie qui a fait s'ouvrir un peu... C'est déjà que les femmes accèdent aux études, pour commencer. Oui, mais ça vient de la maçonnerie aussi. Ça. Oui, par extension, mais... Je ne sais pas si dans mes leçons, on peut parler de construction immobilière. Je suis pas sûr que ça ait beaucoup de rapport avec... Non, mais c'est dur de parler droit sans parler de la franc-maçonnerie. Oh bon, moi j'y arrive très bien. Non, mais pour le... Moi, franchement, alors... Ils sont quand même accaparés un peu le... Ah, moi je m'y suis jamais intéressé. Non, alors, franchement, oui. Non, moi j'ai rien à en dire. Non, mais sérieusement. Mais le jour où je deviendrai cinglé, j'aurai peut-être des idées là-dessus. Non, je plaisante. Non, c'est une idée un peu antifa. Là, Mais j'ai des côtés antifa, hein, on en a tous. Hein. On a tous au fond de nous-mêmes, même juristes, un antifa qui sommeille, qui reste à dormir. Une femme qui sommeille. Alors aussi, éventuellement, oui. Moi, je suis prêt encore à... Alors... Une femme antifa. Alors ça, c'est... Ce serait... Mais d'ailleurs, vous avez un René Perriot qui vient d'écrire une note sur l'écologie politique, là, et il parle des zones, les ZAD, voilà. Et avec c'est amusant, il parle de l'antifa, la figure moderne, c'est comment il dit,
L'antifa avec le pantalon, l'antifa cradingue en pantalon bouffant. Puis il parle d'une femme en plus quand il dit ça. Oui. Justement. Dégueulasse et tout. Avec la bière. Bon, alors je recommande une vidéo là qui vient de passer sur l'évacuation d'un camp à Sivens, où on voit des CRS qui entourent une jeune femme antifa qui hurle et qui dit je suis une femme quand même. Ça se voit au cerveau. Hein, on n'est pas loin, on est vraiment là sur un problème persistant. Et c'est pas l'un des moindres problèmes. Et s'il devait y avoir un thème à des réunions ER, par exemple, mais d'ailleurs c'est un thème. Alors, franchement, la question de la distinction des sexes, bon, vous savez que toute la sociologie moderne, quasiment, même l'anthropologie moderne, porte sur ce problème. Hein. Voilà. Quand on parle de théorie du genre, c'est pas une petite théorie dans un coin. Hein. Non, c'est un phénomène massif. Non, mais ça, moi, je suis le premier à le dire. Hein. L'Occident est entré dans un processus qui mérite que l'on y prête attention. Voilà. Parce que toutes les institutions, jusqu'à présent, étaient s'appuyaient sur cette distinction. S'appuyaient sur cette distinction des sexes. Et d'ailleurs, juste pour terminer sur une autre casuistique qui est intéressante également, chez les juristes, de longue tradition, c'est la casuistique de l'hermaphrodite. C'est-à-dire qu'il était tellement important pour les institutions, pour l'institution, de déterminer le sexe de la personne, que les juristes se concentrés sur le cas, précisément, le cas limite. Hein, c'est vraiment quel plus bel exemple d'un cas limite, où l'on n'arrive pas à déterminer le sexe de la personne. Parce que c'était crucial, puisque le régime de l'un et de l'autre était complètement différent. Et il y a, alors là, pour le coup, plusieurs jurisprudences, chez les Romains, chez les musulmans, de nos jours, sur la façon de trancher le cas de l'hermaphrodite. Et d'ailleurs, il y a... Oui ? Parce qu'à l'époque, on parlait de l'hermaphrodisme pour ce qu'on appellerait aujourd'hui l'homosexualité, ou est-ce qu'on parle non, physique? Non, on parle bien de l'hermaphrodisme physique. Non, on n'en était pas quand même à l'hermaphrodite mental. Non. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette casuistique, donc, qui a été, disons, charriée dans les écoles pendant des millénaires, elle a cessé d'être enseignée à l'université dans le courant du XXe siècle. Précisément, pourquoi? Parce que par l'égalité de l'homme et de la femme, la distinction, l'intérêt qu'il y avait d'étudier ce cas a disparu, puisqu'il n'y a plus d'enjeu. Il n'y a plus d'enjeu. Et alors, ce qui est cruel, c'est que dans le même temps, la médecine a fait des progrès, et ce sont les chirurgiens qui se sont chargés d'assigner l'un ou l'autre sexe à ces pauvres malheureux, parce que là, il y a quand même quelque chose d'assez cruel. Et cette casuistique, dans les universités, a été remplacée par la casuistique du transsexuel, qui lui demande à ce qu'on reconnaisse qu'il est passé d'un bord donc à l'autre. Voilà. Donc il est entre deux eaux. Comment? Il demande à ce qu'on reconnaisse un troisième genre. Alors, il y a aussi les troisièmes genres, mais non, mais il y en a certains qui ne demandent pas du tout à être dans un troisième genre. Hein. Il y en a, normalement, ils sont dans un genre masculin, ils veulent changer de genre. Si, il y a des neutres. Et il y a aussi des neutres. Chouchou. Mais non, mais... Chouchou. Oui, mais tout... Enfin, j'ai pas vu ce film, mais... En tout cas, bon, tout est possible. Mais je voulais juste... Bon, ça, ce sont des thèmes qui peuvent faire l'objet de leçons, précisément, hein, de leçons de droit. Bon. Il y a un... Très curieusement, il y a un juriste que Carl Schmitt affectionne particulièrement, mais qui, pour le coup, pour le droit privé, n'a pas fait preuve de beaucoup de sérieux, enfin de rigueur. Enfin, c'est une sorte de... Je sais pas comment le qualifier. En plein XVIe siècle, il instaure précisément le genre neutre dans les sexes. Ouais. Et j'ai pas d'autres exemples, et je crois pas qu'avant lui, on n'ait jamais fait une chose pareille. Il dit il y a les hommes, les femmes et les neutres, où il range les hermaphrodites.
Voilà. Ce qui est très curieux. Très curieux. Peut-être ça fait référence aux eunuques. Bon, sachant qu'à l'époque, les hommes et les femmes n'étaient pas égaux en droit. Aujourd'hui, de toute façon, enfin. Non mais aujourd'hui, aujourd'hui c'est normal. Mais alors comment est-ce qu'il a fait à l'époque, comment est-ce qu'il a fait son truc? Alors les neutres, c'est chez Jean Bodin, précisément dans ce qui ressemble beaucoup à ces instituts de Justinien, enfin une sorte de traité de droit civil. Et c'est à mettre sur le compte, à mon avis, de sa fréquentation de la philosophie et peut-être même de la Kabbale, enfin quelque chose, ou une sorte de fièvre dans l'usage des catégories. Enfin, il avait besoin de trouver une synthèse, mais il n'y a rien de rigoureux, en tout cas au regard du droit civil. Pour le droit civil, il y a absolument deux genres. Il y a les hommes et il y a les femmes. Il y a pas de transgenre et il n'y a pas non plus d'intergenre et il n'y a pas de... Qui sont passés de la complémentarité à l'égalité. Qui ça? L'homme et la femme. Enfin, la législation, elle, est passée... Enfin, la complémentarité, j'en sais rien. Je crois pas qu'il y ait encore... on reconnaisse encore que l'homme puisse compléter la femme. On peut dire qu'il y avait complémentarité avant, par exemple. Imaginons, prenons l'époque récente encore, d'avant 1945, la femme n'avait pas le droit de vote. Ça fait pas d'elle un complément de l'homme. Enfin, la question, elle porte moins sur la façon dont, dans la société, les rapports, les relations ont lieu. Hein. La question, c'est surtout que, jusqu'à une époque récente, mais de manière... mais sur tout le long de l'histoire du droit, on voit apparaître ça quand même. Ce qui constituait ce qui cimentait le groupe dans nos systèmes, donc dans le système occidental qui est patriarcal, c'était la filiation entre les hommes, enfin, et les femmes, elles, étaient destinées effectivement à se marier et ne constituaient pas de groupe familial. Bon. Et il y a un phénomène, il y a une coïncidence, comme une coïncidence qui n'en est pas une, entre la dislocation de ces entités-là, de ces groupes qui sont donc claniques et familiaux, structurés de cette façon, et l'égalité entre l'homme et la femme. Voilà, ça c'est sûr. Voilà. Il y a à la fois besoin de détruire, disons, la famille, pour le coup, vraiment la famille traditionnelle, pour aboutir à l'égalité de l'homme et de la femme, et en même temps, mais l'égalité juridique dans les rôles remplis dans le droit, et en même temps, en établissant l'égalité entre l'homme et la femme, on détruit la structure familiale. Et on a des individus qui sont complètement déliés de toute attache c'est le projet de nouvel ordre mondial familial. Alors, de quel projet il s'agit? Ça, c'est une question qui est difficile à aborder parce que je vous ai dit déjà à l'époque qu'on a étudié aujourd'hui dans la décadence donc de l'Empire romain, il y a déjà les prémices de ce changement. Il y a déjà l'introduction de l'égalité, par exemple successorale entre les garçons et les filles. Ça commence, vous voyez. Et alors, l'une des questions que se posent les historiens et les philosophes et les anthropologues, c'est savoir dans quelle mesure cette déliquescence de la structure clanique, elle est dépendante de la montée de l'État, de l'apparition de l'État. Bon. Pour moi, la question n'est pas tranchée. Il n'est pas sûr que qui dit État dit forcément individualisme. Bon. Mais beaucoup le pensent. C'est ce que dit Francis Cousin, d'ailleurs. Oui, c'est ce qu'il dit, oui. Et c'est ce que dit Clastres, par exemple. C'est ce qu'on a chez Pierre Clastres, c'est la société contre l'État. Bon. Mais pour moi, ça reste une question ouverte, quand même. Alors, dans cette mesure, l'État, c'est l'antinomie parfaite du mondialisme. Hein. Bon, dans cette mesure, l'individualisme
il est là certainement dans le mondialisme, mais pour certains, il serait déjà dans l'État. Donc c'est un peu compliqué. Ouais. Enfin, pour moi. Hein. Peut-être d'autres ont la clé, mais ils la gardent, hein, pour l'instant. Là, j'ai une question qui me vient, dans le sens où on part d'un clan, d'une tribu, et puis après, on voit la nation comme l'extension d'une grande tribu. Mais alors l'État, quelle est la relation entre la nation et l'État dans ce cas? Oui, mais c'est le sujet. Non, mais c'est absolument le sujet. Et je note que d'ailleurs, cette façon de voir... il y a une façon de voir les choses, famille, clan, tribu, nation, qui est fausse. Hein. Elle est synonyme de... Elle fausse complètement la vision. Hein. C'est Sarah, quand même, qui parle de ça. Non, mais beaucoup parlent de ça. Et d'ailleurs, il y en a... on le trouve, enfin, parmi tout ce qu'on trouve, on trouve ça chez les historiens du droit, chez les historiens, etc. Il y a la grande question des philosophes, c'est aussi la question de l'apparition de l'État. Bon, récemment, je lisais ça dans le Petit Livre vert de Kadhafi. Il a cette vision-là. Bon. Alors, déjà, bon, que la famille s'intègre au clan, ça c'est sûr. Je pense que le clan est primordial par rapport à la famille. Bon. Ensuite, la tribu n'est pas, contrairement donc, à ce qu'on lit par exemple chez Kadhafi, la tribu n'est pas un clan élargi, hein, c'est pas un clan qui a grossi. Hein. La tribu, c'est une association entre des clans. Donc déjà, au plan tribal, il y a un phénomène politique. Et il y a des tribus qui se constituent et qui ont des amis et des ennemis. Donc il y a donc un phénomène politique entre les tribus. Et il y a des clans qui s'associent à des tribus et puis qui s'en dissocient pour s'associer à d'autres tribus. Vous voyez? Donc quelque part, la souveraineté politique, elle est intérieure au clan, enfin, sauf à ce qu'il y ait dans la tribu un clan dominant. Donc c'est plutôt comme ça que ça se... Enfin, en tout cas, c'est ce que nous apprennent les anthropologues, hein, de ce qu'ils ont pu étudier des sociétés récentes. Et donc la nation, c'est une grande tribu, alors? Parce que la nation, c'est un fait politique, enfin, surtout en France. Alors là, c'est encore le problème le fait d'arriver après coup, mais on a vu qu'à Rome, il y a une organisation politique où les clans sont regroupés par tribus. Et les trois tribus, à l'origine, il y a trois tribus à l'origine qui, en s'associant, constituent l'État romain. Enfin, là, oui, l'État romain, la res publica, quoi. Alors, la nation, c'est une notion un peu compliquée, d'autant qu'il y a la notion de race aussi. C'est le contraire du fait politique qui viendrait de la tribu. D'un côté, la tribu, c'est politique, et la race, ouais. c'est clair. Ouais. Bon. Encore tout à l'heure, on était sur la même longueur d'onde sur ton avis sur la notion de jurisprudence. Autant là, en réalité, moi, c'est moins mon terrain, quoi. Là, c'est de la sociologie politique, c'est un peu autre chose. Ce en quoi je peux essayer d'aider, c'est en apportant des éléments de réflexion les plus solides possibles. Alors, par exemple, en particulier sur la notion de clan. Ça, c'est sûr. Là, il y a des réponses juridiques très précises à apporter. Après, quand on va plus loin, c'est compliqué. On tombe sur cet aspect mystérieux, justement, des choses. Ce sont des mystères politiques, ouais.